Vous écoutez les podcasts de Wati. Bonjour Khalil. Bonjour, Fadel. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et je vous remercie de participer à cet entretien parce que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on parle de jeunesse et de handicap. Les jeunes handicapés sont l'une des catégories les plus vulnérables lorsqu'on parle de la jeunesse. Et le fait de ne pas protéger des enfants handicapés produit des personnes, des adultes qui sont désemparés face aux incertitudes du monde. Vous travaillez avec l'association handicap.sn qui encadre ces jeunes handicapés. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage des vulnérabilités qui sont liées à ces jeunes handicapés? Quand on parle, comme vous l'avez dit, on ne peut pas parler de la vulnérabilité sans parler du handicap. Parce que ces jeunes, ils ont des difficultés. Comme je le dis souvent, étant en situation de handicap, c'est une difficulté. Avoir un environnement qui n'est pas approprié, c'est une autre difficulté. Donc, les jeunes, le problème qui se pose au niveau de la jeunesse en situation de handicap, ils ont des problèmes de difficulté liés à l'âge. Parce que quand vous êtes en situation de handicap, vous perdez beaucoup de temps, beaucoup d'années pour aller à l'hôpital pour se soigner. Et donc ça répercute sur votre carrière professionnelle. L'autre aspect qui se pose, c'est que l'inaccessibilité de ces édifices publics. Les écoles ne sont pas adaptées, même si que maintenant il y a des efforts qui sont en train de se faire au niveau de l'État. Après la formation et à l'insertion, certains pensent que quand vous êtes en situation de handicap, entre guillemets, il y a une incapacité. Mais pour moi, ce qui est important pour un employé, ce n'est pas sa manière de se déplacer, ce n'est pas sa manière de se communiquer. Ce qui est plus important, c'est que l'employé est capable de faire, ce que l'employé est capable de produire. La compétence de la personne, ce qui est important sur la personne. Vous voulez dire que la société sénégalaise n'est pas assez préparée pour mettre les personnes handicapées à l'aise, elle ne leur permet pas d'avoir une éducation de qualité, une santé de qualité, elle ne leur permet pas d'avoir des emplois de qualité. Il faut tenir en compte que nous sommes un pays en voie de développement au Sénégal. Nous sommes un pays en voie de développement. Et quand on parle en voie de développement, c'est-à-dire qu'il y a des infrastructures qui ne sont pas aux normes. Les écoles aussi ne sont pas adaptées aux personnes, aux enfants en situation de handicap. Même si que l'État a fait des efforts, il y a l'éducation inclusive. C'est un projet qui rend accessible certaines écoles au niveau accessibilité, au niveau des matériels didactiques, parce qu'il ne faut pas oublier que le handicap ne se résume pas à un handicap moteur. Il y a d'autres qui sont des handicapés auditifs, donc ils ont besoin d'avoir des appareils ou bien de faire des formations en langage des signes. Il y a d'autres qui sont handicap visuels, donc il faut des logiciels adaptés, il faut l'appareil, etc. Donc, toutes ces catégories de handicap, chacun a un besoin spécifique. Ces besoins-là, si l'État ne fait pas d'efforts pour que ces gens puissent avoir ces besoins nécessaires, ils ont des difficultés pour s'adapter dans la société. Et s'ils ne s'adaptent pas dans la société, ils ont des difficultés pour avoir une formation, ils ont des difficultés pour s'insérer. Mais comment faire pour répondre à ces besoins-là des personnes handicapées lorsque, comme vous le dites, nous sommes dans un pays avec des moyens limités qui ne considèrent pas cela comme une priorité? Pour moi, je pense que on a les moyens, c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique parce que, je le dis souvent, si l'État a l'engagement d'augmenter, je l'ai dit récemment, quand ils ont pris l'engagement d'augmenter le salaire des enseignants, ils l'ont fait. Quand ils ont pris l'engagement de faire telle ou telle chose, ils l'ont fait. S'il avait la volonté de doter chaque institution, ou bien chaque école, ou bien chaque personne en situation de handicap, ses besoins spécifiques, je pense que l'État a le moyen de le faire. Pas à moins de le faire à 100%, mais au moins à 80-90%. Je pense que nous avons les moyens et il faut tenir en compte que les personnes en situation de handicap représentent 15% de la population au niveau du Sénégal, d'après la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé. Même si que l'Agence nationale de développement et statistique, l'ANSD, dit que les personnes en situation de handicap représentent 5,9%. Donc ça fait environ 6%. Donc entre 6% et 15%, il y a un écart. Pourquoi cet écart? Parce que au moment de faire l'étude sur la population, au moment de faire les enquêtes, ils ont utilisé une méthode qui s'appelle méthode Washington Group. Et ce qui a fait
cet écart. Ils n'ont pas pris en compte les albinismes, ils n'ont pas pris en compte certains types de handicap comme les EMC, etc. Donc, ce qui fait cet écart. Souvent, les gens posent la question pourquoi la différence de ce pourcentage. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup plus de personnes vulnérables au Sénégal qu'on ne le croit, qui ont besoin du soutien de l'État. Imaginez si actuellement, on estime la population sénégalaise à 17 millions. Si vous prenez 15% de ces 17 millions, ils ont environ 3 millions de personnes. Ça, ce n'est pas un taux à négliger, ce n'est pas un pourcentage à négliger. Donc, les personnes handicapées représentent une bonne partie de la population. Donc, il faut l'État essayer de mettre les conditions adéquates pour que ces personnes puissent avoir tout ce qui peut les aider à se faire sentir dans la société. Nous parlons du rôle de l'État pour venir en aide à ces personnes, mais lorsqu'on parle de la situation des personnes handicapées, je n'aimerais pas qu'on parle seulement du rôle de l'État, parce qu'il n'est pas le premier responsable, il n'est pas la première personne à qui parler. Finalement, c'est la société, ce sont les parents. Que faut-il faire pour provoquer un changement de culture chez les parents? Parce que lorsqu'on a parlé des vulnérabilités qui sont liées aux personnes handicapées, on doit citer la traite des enfants, on doit citer le mariage forcé, on doit citer la mendicité forcée, et toutes ces pratiques-là, ce sont des pratiques qui sont souvent perpétrées par la famille, par les parents. Que faut-il faire? Vous l'avez dit, le premier aspect, c'est les parents. Souvent, je l'ai dit, quand vous avez un enfant en situation de handicap, le premier, je pense que les parents, ils ont une part de responsabilité. C'est-à-dire, quand vous avez un enfant, il faut l'aider, il faut l'accompagner, il faut l'escolariser, il faut lui il faut donner l'opportunité de faire de loisirs. C'est ce qu'on appelle le droit de l'enfant. Je pense que ça c'est même inscrit au niveau de la Constitution sénégalaise. Donc, si ces parents ne payent pas à ces droits, je pense qu'il y a une violation. Ce qui fait que nous, souvent, on fait des plaidoyers au niveau de ces parents pour lui dire que vous avez une personne en situation de handicap, ça ne veut pas dire que vous avez une personne inactive. Vous avez un enfant qui n'est pas en situation de handicap, il faut que cette personne en situation de handicap puisse avoir toutes les conditions adéquates comme un enfant valide. Au contraire, il faut aussi renforcer. Si vous devez faire, exemple, 50%, 60% de cet enfant, il faut mettre 60%, 70% de cet enfant. Parce que si vous n'avez pas, imaginez, vous avez un enfant en situation de handicap, l'enfant n'est pas scolarisé, l'enfant n'a pas une formation, l'enfant n'est pas formé, n'est pas bien entouré. Donc, et son handicap, il peut pas, souvent je le dis, il ne peut pas faire les méthodes qui sont actuelles. Ce qui fait que nous, quand on fait nos tournées, on montre des exemples, on voit avec des personnes, on le montre, le parent, vous avez un enfant, regardez telle personne. Et cette personne est en situation de handicap, mais il est commercial auto, cette personne est agent de l'État, cette personne est des banquiers. Donc, parce que quand on fait les sensibilisations, il faut donner des cas concrets. Nous, on montre, au niveau de notre situation, on a des cas concrets. Moi qui vous parle, moi je suis agent du ministère de la Culture et de la Communication. Je suis chef du bureau informatique au niveau de la direction de la cinématographie du ministère de la Culture. Je suis membre du conseil d'orientation de la terre. Je suis au niveau du président du conseil, président de la commission emploi et projet d'insertion du conseil national de la jeunesse. Donc, il faut juste avoir la volonté et l'engagement et se battre comme tout le monde. Ce sont des choses qui semblent évidentes à dire, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'on sait que beaucoup de parents pensent encore que lorsqu'ils ont un enfant handicapé, c'est un enfant qui ne peut pas servir à grand chose, qui n'a pas besoin d'éducation et qui doit être soit caché ou bien montré à la rue pour de la mendicité. Certains pensent que quand vous avez un enfant handicapé, égale la rue. Beaucoup de parents, comme vous l'avez dit, c'était dans la traite, hein, parce que nous sommes dans un pays à 95% musulmans, donc les gens passent à des choses traditionnelles. Vous l'avez dit, même dans les élections, souvent, vous voyez que certains albinos, les parents les cachent parce que sinon ils sont obligés. Certaines personnes les utilisent pour faire des sacrifices. Donc, ça c'est la culture, ça c'est la mentalité. Mais comment changer cette mentalité, justement? C'est un préjugé, hein? C'est juste faire la sensibilisation et les plaidoyers.
nous, on ne cesse pas de plaider et de faire la sensibilisation au niveau de ses parents, même au niveau de l'entourage. Imaginez quand vous êtes dans une entreprise, vous avez des collègues qui sont situation de handicap, il faut l'intégration, il faut que la personne se sente qu'il est un employé comme tout autre employé, qu'il ne soit pas discriminé, qu'il ne soit pas stigmatisé, qu'il ne soit pas mis à l'écart. Donc tout ça, ce sont ces méthodes qu'on utilise, ce qu'on appelle l'approche du handicap. L'approche du handicap, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, vous faites des sensibilisations au niveau de l'employeur pour dire que vous avez une personne handicapée. Il ne faut pas qu'il se sente un peu stigmatisé, il ne faut pas qu'il se sente pas seul. Il faut l'accompagner, il faut parler, il faut discuter avec lui. Sinon, il va penser que oui, je suis différent des autres, etc., etc. Donc ça, c'est une question de mentalité, non seulement de la personne qui est en situation de handicap, mais au niveau de l'entourage. Donc ce qui fait qu'il faut beaucoup de sensibilisation, de plaidoyer pour un changement de pragmatisme. Quelles sont les barrières qu'il y a pour les personnes handicapées qui veulent entrer dans le monde professionnel, justement? Les barrières, c'est, comme je vous dis, il y a, quand vous avez terminé votre formation, c'est difficile d'avoir un message professionnel. C'est difficile. Parce que, je l'ai dit souvent, certaines entreprises, ils font l'alibi, de dire que oui, je n'ai pas de problème pour prendre en message une personne en handicap, mais le problème qui se pose, que j'ai mes locaux qui sont au premier étage, qui sont au deuxième étage, qui sont au troisième étage. Parfois, ce sont des prétextes que les gens utilisent pour ne pas les prendre en message ou bien pour ne pas les recruter. Moi, je dis qu'il faut donner à la personne la chance. C'est un jeune, il faut lui donner l'opportunité, la chance de qui. C'est une question d'engagement de volonté. Moi, je l'ai dit, quand je faisais mes formations, je m'arrivais même de monter 4 étages pour faire des cours dans les amphithéâtres. Donc, il ne faut pas avoir les préjugés. Il ne faut pas regarder la personne qu'il est en béquille, qu'il est incapable de monter des escaliers. La plupart d'entre nous sommes dans des familles traditionnelles, on habite en hauteur, mais ça ne doit pas être un prétexte pour un chef d'entreprise, pour un DRH, pour dire que je ne vais pas prendre quelqu'un en message ou bien je ne vais pas le recruter, parce que ce sera difficile pour lui de monter les escaliers, etc. C'est pas ça. Donc il faut lui donner la chance pour que cette personne puisse se sentir dans la société. En tant que jeune étudiant ou jeune professionnel, est-ce que vous avez vécu des discriminations liées à votre handicap? Moi, ça, je peux dire que j'ai vécu ou j'ai pas vécu, parce que moi, dès le bas âge, mes parents m'ont préparé. Je me rappelle quand j'étais un peu plus petit, quand je s'amusais avec mes amis, quand mon parent dit allez, tu es un homme, tu es qui va te défendre. Et on me laissait sortir, on me laissait jouer, on me laissait qui. Tout ça, c'est au niveau des parents. Au bas âge, quand tu as un bon encadrement, je pense après le reste, c'est juste des questions d'engagement, des questions de volonté, des questions d'objectif. Parce que souvent, même quand je faisais en classe d'examen, mes parents te disaient il faut réussir. Tu dois être parmi les premiers de votre classe. Ça, ce sont des éducations inculpées à ces enfants, à l'enfant. Donc tout ça, l'aspect le plus important pour que la personne handicapée puisse se sentir dans la société, il faut qu'il puisse avoir des parents qui sont proches de lui, et des parents qui lui conseillent, des parents qui l'accompagnent, des parents qui font tout pour que cette personne puisse réussir. Aujourd'hui, on parle du numérique comme un instrument d'inclusion sociale aussi. Est-ce que le numérique est assez présent dans la vie des personnes handicapées ici au Sénégal? Nous avons créé la plateforme handicap.sn. Le nom de l'association, c'est handicap.sn. Quand on parle de handicap.sn, c'est une suite d'informations, parce que souvent, je le dis, pourquoi on veut créer cette plateforme? Parce qu'au Sénégal, pour avoir des questions liées au handicap, c'est très difficile. Parfois, il y a des questions de tabou. Les gens ne veulent pas blesser, ne veulent pas qui. Nous, on a dit que toutes les actualités du handicap, ça se trouve dans notre site internet qui s'appelle www.handicap.sn, où tu as l'ensemble des activités des organisations des personnes handicapées. Quand on parle de handicap, on parle d'accessibilité. Je pense que je l'ai dit récemment dans un panel, que la Covid nous a montré qu'aujourd'hui on peut faire le télétravail. Cette pandémie nous a montré aussi qu'on peut travailler
à distance, on peut travailler en ligne. Les gens même ont fait des réunions en ligne sur plusieurs plateformes digitales. Donc, le numérique vient combler un gap. Ce gap, c'est quoi? C'est l'accessibilité, le déplacement. Une personne handicapée peut être un informaticien, il est chez lui. Il travaille sans se déplacer. Il est productif. Vous êtes le président de l'association handicap.sn, mais vous êtes aussi membre du Conseil national de la jeunesse. Est-ce que vous voyez un lien entre ces deux postes? Je suis le président de l'association handicap.sn depuis 2015. Et je représente les jeunes en situation de handicap au niveau du Conseil national de la jeunesse. Parce que quand on parle du Conseil national de la jeunesse, c'est une organisation de jeunes. Et on ne peut pas dire que nous avons une organisation de jeunes sans prendre en compte toutes les diversités de jeunesse. Parce qu'au niveau du Conseil national de la jeunesse, vous avez les représentations des mouvements foulards, des associations des jeunes chrétiens, des associations des jeunes musulmans, les étudiants, les syndicats, les partis politiques. Donc, pratiquement, il faut aussi les associations de personnes handicapées. Donc, je représente l'ensemble des jeunes au niveau du Conseil national de la jeunesse et j'essaie de faire de mon mieux parce que je pense que je fais partie des rares représentants des jeunes en situation de handicap au niveau du Conseil national de la jeunesse qui a des postes de responsabilité. Moi, je suis le président d'une commission emploi et projet d'insertion au niveau du Conseil national de la jeunesse. La plupart de mes prédécesseurs, c'était des membres simples. Moi, j'ai fait la campagne avec eux. J'ai fait le tour du Sénégal 3 fois avec le candidat Khadim Diop quand il faisait sa campagne. Donc, ça veut dire que je me sens un jeune comme tout le monde. J'ai fait la campagne comme tout le monde et j'ai appris que nous avons gagné en 2017. Mais quelle doit être justement la mission d'une organisation comme le Conseil national de la jeunesse pour l'emploi et l'insertion des jeunes handicapés? Le Conseil national de la jeunesse est un corps constitué de l'État. C'est une structure qui représente l'ensemble des jeunes du Sénégal. Et nous avons le rôle de régalien, c'est-à-dire de conseiller, d'orienter l'État. Pour que le Conseil puisse réussir ses missions, il faut l'accompagnement de l'État. C'est-à-dire que l'État doit prendre des décisions concernant les jeunes, l'État devait prendre la prérogative de les consulter. Parce que souvent, on dit que tout ce que fait sans nous, ça fera contre nous. Donc, si l'État dit qu'on va mettre des politiques de jeunesse, il faut au préalable consulter les jeunes, demander leur avis avant de mettre certains mécanismes d'accompagnement pour les jeunes. C'est ça le rôle du Conseil de la jeunesse. Nous avons, au-delà de l'État, nous avons des partenaires qui nous accompagnent, tout ce qui est projet et programme pour les jeunes du Sénégal. Merci pour cette discussion très intéressante. Merci beaucoup d'avoir donné l'opportunité de discuter, d'échanger avec vous. Quels sont vos derniers mots? Mon dernier mot, c'est il faut une meilleure considération des jeunes. Il faut que les jeunes soient impliqués au niveau des instances de décision. Premièrement. Deuxièmement aussi, il faut que ces jeunes aussi prennent le temps d'apprendre. Il faut la patience. Je le dis souvent à des jeunes que le monde ne s'est pas construit en un jour. Dieu a construit le monde pendant 7 jours. Donc, il faut que les jeunes puissent avoir le temps d'apprendre, la patience et l'engagement et la citoyenneté. Parce que si vous n'avez pas la citoyenneté, donc je pense qu'on ne pourra pas développer le Sénégal si nous n'avons pas des jeunes conscients, des jeunes engagés, des jeunes qui comprennent la citoyenneté de ce pays. Wati vous offre cette série d'entretiens en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus d'entretiens des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.